Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous livre 9 conseils pour réussir vos photos de sport, compétition sportive, spectacle en intérieur. Je vais vous dire comment je procède et puis je vous montre quelques exemples qui vont avec. Par photo de sport en intérieur, j'entends toutes les situations de prise de vue lors desquelles vous photographiez les enfants, les petits-enfants, des sportifs, un club, peu importe, que ça soit dans un gymnase, dans une salle, dans une piscine, pourquoi pas, voilà, toutes les situations où vous n'êtes pas en extérieur, où vous êtes dans un environnement qui est clos, avec des éclairages qui sont ce qu'ils sont, et puis souvent avec beaucoup de monde, c'est-à-dire que vous n'avez pas la liberté de faire ce que vous voulez. Donc si vous avez déjà accompagné les enfants, petits-enfants, voisins ou proches à ce style de compétition, de spectacle, de manifestation, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. J'ai identifié 9 conseils, ce sont les choses que j'applique en fait, parce que ça m'arrive assez souvent de faire ce genre de photos. Premier point, ça c'est très important, c'est trouver une place dans la salle qui vous offre un dégagement visuel, un champ visuel suffisant. Je sais que c'est pas facile et c'est souvent ça que vous me dites quand vous m'écrivez à ce propos, vous dites oui mais il n'y a pas de place, je me suis installé, j'étais dans les gradins, puis finalement je me rends compte qu'il y a du monde devant, que je vois rien, que j'ai pas le super méga zoom qui me permet de voir le sportif ou mon môme ou je sais pas qui en gros plan. Donc comment on fait? Alors personnellement ce que je fais c'est que déjà j'arrive en avance. Ça, en photographie, quel que soit le sujet, l'anticipation, c'est le maître mot. Donc, arriver en avance, de manière, si vous ne pouvez aller que dans des gradins, évitez d'être au dernier rang, comme ça, si vous êtes au premier, c'est tout de suite plus simple. Et puis, l'autre possibilité, c'est de vous mettre carrément au plus près de l'endroit où se passe la compétition. Ça m'est arrivé plein de fois. Je fais pas mal de photos de gymnastique rythmique, par exemple. Et bien, dans certaines compétitions, des fois jusqu'au niveau national ou international, et parfois, vous avez possibilité d'aller très près du praticable, si c'est de la gym, enfin, ou de l'endroit où se passe la compète. Il suffit tout bêtement de demander aux organisateurs ou de vous manifester en disant ben voilà, je viens faire des photos, est-ce que je peux me mettre dans ce coin-là, que vous avez bien sûr identifié au préalable. Est-ce que je peux me mettre là, je vais être discret, je ne vais pas bouger, je ne vais pas mettre des flashs partout, je ne vais pas me lever et courir sur le truc. Donc voilà, souvent ça fonctionne, c'est-à-dire que les gens vous disent ok, mettez-vous là, et puis faites en sorte qu'on vous oublie, et ça marche. Donc ça déjà c'est bien, sinon mettez-vous le plus possible au premier rang. Alors vous avez, ça m'est arrivé pas mal de fois dans des gymnases, quand il y a des gradins en hauteur, vous avez des barrières de sécurité devant. Alors même si vous êtes au premier rang, vous avez la barrière qui est chiante parce que voilà, on a toujours ça sur la photo. Dans ce cas-là, le truc c'est que vous attendez que le passage qui vous intéresse arrive, vous avancez d'un mètre, vous vous mettez à genoux entre les deux barreaux de la barrière et puis ça marche. Deuxièmement, faites des tests. Alors ça, c'est le deuxième mot-clé aussi, c'est tester, tester, tester avant que ça ne démarre. Alors pourquoi? Parce qu'une compétition sportive, ça ne se produit qu'une fois. Le passage que vous voulez photographier, qui que ce soit qui va passer, il ne va pas le refaire exprès pour vous parce que vous avez raté vos photos. Donc, vous devez être prêt à l'instant où ça démarre, voire même un petit peu avant, jusqu'à l'instant où ça se termine, et voire même un petit peu après. Mais ce n'est pas le moment, quand ça se passe, de dire oh, attends, je vais essayer de changer l'expo, la mise au point, machin, c'est trop tard. Je reviens sur la gymnastique rythmique, les passages c'est entre 1 minute 30 et 2 minutes 30 à peu près. Autant dire que vous avez le temps de rien que de faire des photos. Donc c'est pas le moment de dire je vais regarder l'écran arrière, je vais changer, machin. Non, c'est trop tard. Donc faites-le avant, réglez avant ce que vous avez à régler. Il y a souvent des échauffements, il y a d'autres groupes qui peuvent passer, enfin d'autres sportifs qui peuvent passer, donc faites-le sur les autres, et puis sur ceux qui vous importent, là vous devez être prêt et vous devez toucher plus à rien parce que c'est là que ça se passe. Troisième conseil, surveillez l'exposition. Et souvent, moi, je suis amené à surexposer parce que ces lieux, c'est pour ça que je parle vraiment de photos en intérieur, c'est parce que souvent on est dans des conditions d'éclairage qui ne sont pas idéales pour la photo. Alors on peut avoir, selon le type d'animation de compétition, on peut avoir les sportifs qui sont très éclairés et puis le reste non, donc il faut en tenir compte. Ça peut être l'inverse, des fois ils peuvent se retrouver dans des zones d'ombre. J'ai eu des cas où certains gymnases vous savez, il y a la zone d'évolution, puis il y a les gradins, et puis j'en ai un là où je vais régulièrement. En face, c'est une grande baie vitrée, mais alors gigantesque. Ce qui fait qu'en pleine journée, il se passe quoi? Situation de contre-jour idéale, la baie vitrée est fortement illuminée, les sportifs ils sont dans le noir, et vous essayez de faire ce que vous pouvez. Donc, vérifiez bien l'exposition, n'hésitez pas à surexposer. Et si en plus vous avez un viseur électronique qui vous permet de voir la photo en temps réel, c'est l'idéal, parce que là, vous pouvez corriger en temps réel, c'est encore plus facile.
Ensuite, donc 1, 2, 3, 4, utilisez le plus possible une grande ouverture. Alors la grande ouverture, elle a deux avantages. Le premier avantage, c'est que ça va isoler le sujet. Donc vous photographiez un sportif, vous allez l'isoler par rapport à l'arrière-plan, donc ça va faire une photo un peu plus sympa, parce qu'on s'en fout un peu de l'arrière-plan, hein, bien souvent, c'est le sportif que l'on veut voir. L'autre avantage, c'est que vous allez masquer souvent ces arrière-plans qui sont disgracieux, ou selon les compétitions, il peut y avoir plein de choses qui se passent. Alors quand c'est une table de juge qui est à peu près propre, ça passe, mais des fois il y a des panneaux publicitaires qui sont moches, il y a des gens qui passent, il peut y avoir des barrières, il peut y avoir des sacs de sport qui ont été jetés en vrac, moi ça m'est arrivé plein de fois. C'est pas beau sur une photo, donc c'est un peu dommage de se dire tiens j'ai une photo bien exposée, bien cadrée, puis derrière il y a un truc tout moche. Donc ouvrez en grand, ouvrez à 2.8, ouvrez à 4 en fonction des possibilités de votre objectif, et puis essayez de masquer tout ça. Alors conséquence, il va falloir faire super gaffe à la mise au point, parce que plus vous ouvrez en grand, plus faible est la profondeur de champ, et donc plus précis il va falloir être sur l'autofocus. On y arrive. Cinquième point, utilisez une plage focale qui est compatible avec ce que vous allez photographier. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez un 18-55 ou un 18-105 et que vous êtes au pied d'un praticable, tout va bien se passer. Si vous avez le même objectif, que vous êtes en haut des gradins et que vous photographiez des nageurs qui sont 20 mètres plus loin ou 30 mètres plus loin, eh ben c'est mort parce que vous ne verrez rien. Donc là, vous allez me dire, ah bah oui, mais il me fallait un 300, un 400, un 500, un 600, je sais pas quoi. Donc si vous n'avez pas la plage focale qui convient, c'est foutu d'avance. Alors vous allez faire d'autres photos, mais vous n'allez pas faire des photos en gros plan du sportif que vous vouliez photographier. Il faut le savoir avant, c'est-à-dire qu'il faut être passé un peu avant, il faut avoir un peu d'expérience, il faut se dire, voilà, si j'ai une salle qui fait 30 mètres et une personne 30 mètres plus loin, c'est petit, donc qu'est-ce qu'on fait? Le sixième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser le réglage de ISO auto sur votre boîtier. Alors ISO auto, ça a été décrié pendant pas mal d'années en disant oh là là, quel scandale d'utiliser ça, ça fait monter les ISO, c'est pas bien, c'est le mal, c'est tout ce que vous voulez. On oublie, on fait table rase. Bon, aujourd'hui, c'est le triangle d'exposition, ouverture, sensibilité, vitesse. On utilise l'ISO auto, moi j'ai pas de honte à l'utiliser, on monte à 3002, 6004 sur les boîtiers récents, il n'y a aucun souci, donc pourquoi s'en priver? L'auto-ISO va me permettre de travailler sur la sensibilité tout en ayant la vitesse minimale que je veux avoir pour que mes photos soient nettes, parce qu'il y a quand même ça dans le sport, il faut que la photo soit nette. Donc si je veux shooter au 500e, je ne veux pas shooter au 50e, parce que ça va être flou. Donc je me mets au 500e. S'il me faut une grande ouverture parce que je veux masquer le fond, je ne veux pas ouvrir à f16. Donc je vais ouvrir en grand, fixer ma vitesse, et puis je vais laisser l'auto-ISO ajuster au mieux. Alors pourquoi auto-ISO? Parce que je pourrais très bien dire je me mets à 6004 et puis basta. Parce que auto-ISO va me permettre d'avoir la sensibilité la plus faible possible en fonction de la condition de prise de vue au moment de la photo. Donc si je peux gagner et shooter à 1600 au lieu de shooter à 6004 de base, c'est toujours mieux pour le bruit numérique. Donc auto-ISO, ça marche très bien. Septième conseil, n'hésitez pas à utiliser un monopode. Le monopode, je vous en ai parlé précédemment dans l'épisode qui s'appelle trépied ou monopode, lequel choisir. Eh bien, j'utilise beaucoup le monopode dans ces cas-là, pour toutes les raisons que je vous ai données dans l'épisode, dont celui de la fatigue, parce que pendant 3 ou 4 heures, c'est un peu lourd de porter un zoom et un boîtier, mais aussi parce que ça vous permet d'être hyper mobile, de suivre votre sujet et de gagner un peu en vitesse. Donc, revenez au point précédent, si vous êtes court en ISO, si vous êtes court en ouverture, il n'y a plus que la vitesse. Donc, et si vous, en plus, vous voulez avoir une vitesse suffisante pour que le sujet soit net, comment on fait quoi? Donc le monopode va vous permettre de gagner un stop, 2 stops, et c'est toujours ça de prix, et comme en plus ça vous soulage un peu le poids, c'est bien. Huitième conseil, utilisez le mode rafale pour la photo de sport. Mais pas trop, je dis pas trop parce que ça sert à rien de faire 500 photos sur un passage qui dure 1 minute. Vous allez en jeter à peu près 490. Maintenant, c'est bien aussi le mode rafale parce que selon les sports, il y a des expressions de visage, il y a des mouvements que vous pouvez attraper sur une rafale et que vous n'auriez peut-être pas eu sur une photo single, hein, le mode normal. Sur la gymnastique rythmique, sur la gymnastique classique, c'est le cas par exemple où il y a certaines positions où sur un saut, voilà, un carpé, c'est un carpé quoi. Donc il faut l'attraper quand il est en l'air. Si vous l'avez à mi-course, c'est pas la même photo quoi, ça marche pas. Donc c'est tout ça, hein, tous les sauts sont valables, mais il n'y a pas que le saut. Et donc le mode rafale, il est pratique pour ça, d'autant plus que quand ça dure 1 minute 30, 2 minutes, bon, vous pouvez y aller, vous n'allez pas faire 5000 photos en 2 minutes non plus.
Donc allez-y modérément, mais quelques pressions au moment fatidique, ça peut être sympa. 9e et dernier conseil, utilisez le suivi autofocus. Alors j'en ai parlé là aussi dans un épisode précédent, AFS ou AFC pour ceux qui ont un boîtier Nikon, et mettez le terme que vous voulez pour les autres. Le suivi autofocus va vous permettre de vous dégager l'esprit de la mise au point la plupart du temps. Alors, je dis la plupart du temps parce que ça dépend du boîtier, il faut que le boîtier soit capable de suivre. Mais si vous avez un boîtier récent, il est capable de suivre. Et donc, si en plus vous ne connaissez pas l'enchaînement qui va être fait ou le déroulé en fait de l'exercice, eh bien le suivi 3D 51 points sur les réflexes Nikon par exemple, va vous permettre de dire je cale mon sujet au moment où ça démarre, et puis après le boîtier il va le suivre, et moi j'ai plus qu'à suivre avec le cadre, et puis vous voyez le collimateur qui se déplace, et voilà, ça marche à tous les coups. Les boîtiers sont réactifs suffisamment maintenant pour ça. Si vous n'avez pas le tout dernier modèle à la mode hyper réactif, et bien mettez-vous en collimateur 9, 11, 21 points, ça dépend du boîtier que vous avez. Vous aurez une zone un peu plus réduite, mais ça va quand même arriver à suivre. Donc ça, vous en mettez pas à faire la mise au point en manuel dans ces cas-là, ou à passer en AFS en disant je vais rattraper le point à chaque fois. Restez en AF continu, et puis tout va très bien se passer. Voilà donc ce que je voulais vous dire pour la photo de sport en intérieur. Alors je vous renvoie vraiment vers le tuto dans lequel je vous détaille tout ça avec les photos, vous aurez le temps de tout regarder, puis il y a toujours quelques compléments dans les articles sur le site, donc ça c'est la description, dans la description de la vidéo vous allez retrouver le lien. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter directement à l'adresse qui s'affiche ici si vous avez des questions en rapport avec cet épisode ou avec tous les autres d'ailleurs, ou avec la photo. Donc ça, ça nous permet d'échanger par mail, vous et moi, et puis ça vous permet de recevoir la newsletter chaque semaine avec l'actu du site, de la photo, les dernières publications. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très bientôt pour un prochain épisode.